Bruno Latour, je suis professeur à Sciences Po à Paris, dans un mélange de disciplines qu'on appelle l'étude des sciences, Science Studies. Et nous sommes ici à Bagnères de Bigorre, dans une ville d'eau en fait, et à quelques distances d'un parc national, pour une réunion qui a eu lieu sur les politiques de la nature au sens large, ou les arts politiques, qui est un programme que j'ai constitué à Sciences Po, et pour aussi une œuvre d'art musicale qui s'appelle Terre et ciel, donc assez ajustée aux questions écologiques, et qui correspond à ce que j'appelle les passions de Gaïa. Et donc voilà, mon travail à moi porte plutôt sur l'anthropologie des sciences et des modernes, et évidemment maintenant beaucoup sur la question écologique au sens large. Quand on parle de Gaïa, on parle de la Terre. Mais évidemment, c'est pas la Terre, le globe, c'est pas la Terre ancienne, archaïque qu'on a quittée, donc c'est pas l'ancien paysage, l'ancien pagus. Quand on parle de Gaïa, on parle de la Terre, mais c'est une Terre qui a un peu changé de caractéristiques. Le nom de Gaïa est évidemment un nom ancien, c'est celui de la Terre de la mythologie, d'avant les dieux grecs, qu'on appelait Gay à l'époque, G et accent grave. Et maintenant ça a été repris par toute une série de scientifiques dont le principal s'appelle James Lovelock, autour d'une Terre dont la composition est beaucoup plus active, une Terre qui réagit à nos actions. Quand je dis nous, c'est d'abord des actions biologiques, une Terre en quelque sorte qui est tout à fait inhabituelle par son degré d'activité des êtres vivants. Et donc c'est cet être un peu composite qui a d'une part une dimension mythologique puisqu'elle porte le nom d'une déesse ancienne, qui est en même temps un concept scientifique longtemps un peu marginal et maintenant beaucoup plus central, qu'on appelle aussi système Terre ou géophysiologie, qui est une autre expression, et qui désigne la planète dans son ensemble d'actions et de réactions, mais dont la composition globale et la configuration globale n'est pas connue. Donc c'est pas simplement la Terre comme un système cybernétique, disons, qui serait une grande machine, c'est pas la Terre comme vaisseau spatial, ce qui supposerait une maîtrise extrêmement importante de l'ensemble. C'est une série de puissances d'agir biologiques qui ont modifié depuis des milliards d'années, au sens propre des milliards d'années, la composition de notre atmosphère, du sol, de l'ensemble des choses qui nous environnent. Et donc Gaïa, c'est un très intéressant personnage pour se rappeler que la nature n'est pas un environnement, c'est pas le cadre dans lequel l'action humaine se déroule. Alors ensuite, il y a plein de discussions sur qui est Gaïa exactement. Est-ce qu'elle est unifiée? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle se venge contre nous? Est-ce que c'est un personnage divin? Est-ce que c'est l'objet d'une religion? Enfin, on peut faire tous les développements qu'on veut. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le terme de Gaïa, c'est justement qu'il est ambigu. Il porte sur une gamme de possibilités, et donc c'est un très puissant concept. Jusqu'ici, il y avait une distinction entre sciences naturelles et sciences sociales, disons, qui avait un sens dans un cadre où l'environnement terrestre local était stable. Maintenant que sous le nom de Gaïa, l'environnement terrestre est devenu réactif aux actions humaines, l'exemple du climat est un cas particulier, mais il y en a beaucoup d'autres, se pose la question de savoir à quel point il y a une division entre sciences naturelles et sciences sociales. Et là, il faut comprendre quelque chose, c'est que le cadre de Gaïa est un cadre local, contrairement à la nature. La nature, ça couvrait, du moins dans la période moderne, l'ensemble de toutes les planètes du cosmos en général. Alors que ce qui est intéressant dans Gaïa, c'est que ça mobilise les sciences naturelles dans un tout petit, enfin relativement petit canton de l'univers et de l'ancienne nature qui est la Terre. Évidemment, il y a peut-être d'autres terres ailleurs, et j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres, mais spécifiquement, on est redevenu une terre relativement locale. Hein. Et c'est à l'intérieur de cette terre locale que se pose la question qu'on appelle maintenant d'un terme un peu
différent qui n'est pas celui de Gaïa, je m'excuse d'introduire des termes un peu barbares, mais qui est le terme de l'Anthropocène. Et Anthropocène, ça veut dire quelque chose de différent. C'est cette idée que justement le cadre extérieur n'est plus du tout la partie stable d'une action humaine dans lequel, disons, comme sur l'étage d'un théâtre où on aurait derrière un cadre fixe qui servirait de décor, la nature, et puis les humains qui feraient des scènes sur ce plateau, disons. L'Anthropocène, c'est la réalisation que depuis 50 ans ou 100 ans ou 3000 ans, on ne sait pas trop, ça n'est plus vrai. C'est-à-dire que le cadre est devenu un des acteurs principaux de l'action des humains, sans qu'on sache exactement si cette action vient des anciens êtres naturels, le climat, l'eau, la terre, les animaux, les poissons, les coraux, ou des anciens êtres sociaux, que sont l'industrie, la métallurgie, l'agriculture, l'urbanisation et la politique. Et c'est cet amalgame qui a pris le nom d'Anthropocène, qui est un terme proposé par des géologues pour décrire une période géologique, comme ils nomment toujours les périodes géologiques, et qui nous amène à cette étrange découverte, complètement imprévue, que la force géologique la plus active en ce moment dans le monde, en tout cas sûrement depuis 60 ans ou 80 ans, c'est l'humain. Évidemment, quand on dit l'humain, on ne sait pas trop ce qu'on dit, parce qu'on dit l'humain, c'est pas les Indiens d'Amazonie, ni les malheureux mendiants de Sao Paulo. C'est quelque chose d'autre chose. C'est un humain encore dont la politique est encore à venir. Mais ça certainement qualifie considérablement ou modifie considérablement la différence entre sciences naturelles, en tout cas celles qui s'occupent de la Terre, et sciences sociales, parce que maintenant la division est peu pertinente. Non, mais le problème, c'est que si vous posez la question de savoir quelle est la stabilité du concept de l'Anthropocène, il est très instable. Et d'abord, il est très dangereux aussi, on peut l'utiliser de mille façons. Il y a une dimension un peu dangereuse qui est une renaturalisation, c'est-à-dire de dire, en fait, c'est la découverte que l'homme fait partie de la nature, ce qui est un thème, en fait, qui nous ramène plutôt 3 siècles, ou en tout cas certainement 2 siècles avant. Donc, l'homme est une partie de la nature. Non, l'homme est d'une partie de la nature elle-même modifiée par l'homme. C'est là où il y a une nouveauté, et pas modifiée comme on le savait avant, parce que le paysage sont modifiés, parce qu'on vit dans des villes artificielles, parce qu'on vit dans une technosphère d'invention et d'industrie, etc. Parce que ça, c'est des choses tout à fait classiques depuis la révolution industrielle, en tout cas, et même encore bien avant. On peut remonter probablement jusqu'au XVIe avec ça. Mais avec un problème d'échelle. C'est-à-dire que ce principe très habituel, il y a un double problème d'échelle. D'une part, ce sont des humains qui ont complètement modifié la planète à la même échelle que les phénomènes planétaires. Donc quand on dit Anthropocène, ça veut dire que force géologique, l'humain devient une force géologique, de même échelle que les forces géologiques la plus classique, même la tectonique des plaques. Mais sur le cas du climat, c'est assez clair. On modifie le climat qui est pourtant à l'intérieur duquel on se trouve. Et en même temps, un autre principe d'échelle, c'est une réduction, comme je le disais tout à l'heure, de la question de la nature à la Terre. Donc à une enveloppe elle-même extrêmement fragile et réactive. Donc l'Anthropocène, ce n'est pas une naturalisation. C'est pas vous les humains, vous êtes juste une partie de la nature et vous l'aviez un peu oublié. C'est vous les humains, vous êtes situés dans une toute petite enveloppe dont vous ne sortirez pas, point 1, et point 2, cette enveloppe, c'est vous sous une autre forme. Donc c'est un peu, si on remontait au 19e siècle, c'est un peu comme si, c'est l'inversion de Hegel en quelque sorte, c'est-à-dire c'est l'idée tout à fait extraordinaire que les humains et les sujets et les objets, disons, se sont devenus en quelque sorte transformés les uns les autres tellement, c'est à la fois un rêve marxiste, poussé à bout, devenu cauchemar. C'est une idée très bizarre, l'Anthropocène. Mais si on sort du danger de cette idée, on tombe sur un problème qui est plutôt une énigme, disons. C'est quelle est la politique qui correspond à un humain qui est dans cette situation-là. C'est-à-dire il est relocalisé, il est devant Gaïa, c'est-à-dire devant une terre, c'est pas la nature, une terre qui réagit vivement,
et beaucoup plus rapidement qu'on ne le croyait à ses propres actions, et dans une puissance d'agir des humains qui n'a pas de forme politique. Donc tout ça, c'est évidemment un imbroglio. Tout le monde essaye de se débrouiller. En ce moment, il y a des dizaines de colloques et d'expositions, de discussions sur cette question de l'Anthropocène, parce que c'est le concept le plus intéressant depuis la notion de modernisation, disons, de l'Anthropocène. C'est ce qui met fin à clairement met fin à la modernisation, même s'il y a plein de débats sur la question, et qui permet de marquer autrement l'histoire. Et ça, c'est pas une idée de philosophe, c'est une idée de géologue. C'est aussi une chose intéressante. Si on essaye de tirer la leçon politique de la notion d'Anthropocène, on arrive dans un terrain qui est très complexe. D'abord, il est complexe pour l'histoire. Les historiens de l'environnement insisteraient avec raison sur le fait que la politique a toujours été une question autour des questions d'environnement. Et ça n'a jamais été uniquement une politique autour des questions des humains. Donc, ce qu'il faut maintenant arriver à comprendre, c'est que lorsqu'on parle de les politiques au temps de l'Anthropocène, on parle d'une nouvelle délinéation des territoires. Et ces territoires, évidemment, ils ont des formes qui ne correspondent plus du tout à ceux sur comment on avait construit la géopolitique. Évidemment, ça on le sait bien, ce n'est pas des unités nationales, parce que ni le climat, ni les eaux, ni la pollution, ni les poissons ne sont nationaux. Et donc c'est l'occupation de types de terres, de formes de territoires qui ne sont pas des surfaces, mais qui forment, pour prendre un concept qu'on utilise beaucoup, des réseaux en guerre les uns avec les autres. Et on a beaucoup de peine à se repérer dans cette guerre. Donc il y a une solution politique qui est de dire, dans la solution positiviste plus exactement, c'est de dire il n'y a pas du tout de guerre, parce qu'en fait c'est un sujet des sciences de la nature un peu étendu. Donc si on met biologie, climatologie, thermodynamique du climat, plus un peu d'économie, on a l'ensemble des connaissances qui nous permettent de composer cette planète à l'intérieur duquel nous nous trouvons. Au fond, c'est une solution qui est l'extension de l'urbanisation à la planète, en gros. On est dans des milieux artificiels, la ville est un milieu artificiel, la Terre est un milieu artificiel, devenu artificiel. Bon ben, on va s'arranger, on va construire une science de cette espèce de design général. Le philosophe qu'on peut utiliser un peu pour ça, c'est Peter Sloterdijk, le grand philosophe allemand, parce qu'on peut considérer que c'est une extension du design à la planète. Avec une métaphore assez proche d'ailleurs du géo-engineering, qui est celle du vaisseau spatial. On est dans l'artifice, super, on continue, et l'ensemble des connaissances que nous accumulons, c'est des connaissances du même ordre que ce que nous faisions quand nous faisions de la politique nationale, simplement c'est plus large. Ça c'est la version gouvernance, disons. Et il y a une version politique, qui est plutôt celle qui me paraît crédible, c'est qu'en fait on est bien en guerre pour des définitions incompatibles et pour lesquelles il n'y a pas de science globale, une guerre sur les occupations de l'espace, ou même les définitions de l'espace. Et c'est là où la notion d'anthropocène devient tendue politiquement, parce que, je ne sais pas moi, entre les climato-sceptiques du Texas et les gens du GIEC, qui est le comité qui accumule les connaissances scientifiques sur le climat, je pense qu'il y a une vraie guerre sur la définition de ce que c'est que la Terre, de quoi elle se compose, quel est son territoire, quel est le sol sur lequel les humains sont assis, de quoi est-ce qu'ils sont respectueux, quelles sont les puissances qui les dominent, etc. Et là, on est dans des situations politiques classiques, mais politiques d'avant le XVIIe siècle. Donc des définitions que des gens du XVIe siècle auraient reconnues comme politiques, mais pas des gens du XVIIe siècle. C'est-à-dire une définition du politique comme cosmopolitique, comme définition non pas de terroir, ni même de territoire, mais de terre en conflit. Guerre des mondes, au sens tout à fait propre du terme.
pourquoi penser la situation écologique sur le mode de la guerre? D'abord, parce que du coup, on essaye de sortir de l'idée qu'on va être facilement d'accord à partir du moment où on s'intéresse aux questions de nature. Donc la notion de nature, historiquement, est associée à la notion de certitude et d'indifférence aux humains et d'universalité, d'extériorité et d'objectivité, disons. Donc évidemment, si on dit à des gens qui sont en dispute, rapprochez-vous de ce qui est objectif, universel, extérieur et indifférent à vous, on va s'entendre, parce que c'est des questions qui ne, précisément, découpées depuis longtemps comme étant pas politiques. Donc, dès que l'expérience de la fin du XXe siècle, qui remonte évidemment à, les historiens diraient bien plus ancienne, mais disons qui est devenue évidente depuis la fin du XXe siècle, c'est que les questions de nature n'unifient pas. Il n'y a pas d'unité particulière, on ne peut pas entraîner. On pensait que la question climatique, qui est quand même la plus grosse et la plus sûre, pour laquelle il n'y a pas de controverse scientifique, aurait entraîné une grande unanimité. C'est exactement le contraire. Le combat est acharné et vicieux, disons. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut bien parler sinon de guerre, en tout cas de conflit. Ensuite, la deuxième raison, c'est que le seul moyen de commencer à construire ces situations d'accord possibles, c'est qu'il y ait d'abord eu la reconnaissance d'un conflit. La paix n'arrive qu'après après la guerre, disons. La diplomatie n'arrive que si on reconnaît qu'il y a un état de guerre. Et l'état de guerre, c'est de dire il n'y a pas un accord déjà établi. Ce n'est pas un front de modernisation, ce n'est pas la science économique, ce n'est même pas les sciences climatiques qui vont nous organiser notre accord. Et là, c'est un sujet de dispute, y compris évidemment avec les écologistes. C'est de dire non, on est en situation de guerre, disons au sens de Schmitt, c'est-à-dire on est dans une situation où si vous donnez une chance à la paix, c'est pas parce que vous êtes un sale type, que vous êtes horrible et que je vous hais, c'est parce que vous êtes un ennemi. Et le problème, c'est qu'il faut reconnaître ses ennemis. Alors, ceci dit, c'est le problème politique en ce moment, en 2013, c'est de savoir quels sont les ennemis. Et c'est pas facile, parce que de même que c'est pas de la Gaïa politique, c'est pas la même chose que la géopolitique. La géopolitique était organisée sur des nations et avec des ligues et des accords et des occupations territoriales qui étaient repérables. La Gaïa politique, elle n'a pas du tout les mêmes formes. D'abord parce que la Terre, les territoires appropriés sont différents. Il y a des morceaux de climat universel à côté de petits terrains qui sont des mines, à côté d'agriculture, à côté d'espèces, et donc pas du tout la même forme. Donc le territoire à défendre n'est pas le même, et les ligues et les associations des humains ne sont pas les mêmes non plus. Donc c'est assez compliqué. Par exemple, à la question, il y a deux questions. Pourquoi est-ce qu'on est en guerre? Ça, c'est je viens d'y répondre, mais ensuite, avec qui? Par exemple, est-ce qu'on est en guerre avec Gaïa, ou est-ce que Gaïa est en guerre avec nous? Lovelock, qui n'est pas avare de métaphores un peu dangereuses, disait revanche de Gaïa. Et sa métaphore, c'était que nous étions en guerre avec elle. C'est une métaphore qui n'a pas beaucoup de sens, parce que précisément, on est à l'intérieur de cet être qui est à l'intérieur qui est à l'intérieur de nous. Donc, on est en guerre avec nous-mêmes. Est-ce que c'est une maladie auto-immune, comme le dit souvent Sloterdijk? C'est pas clair. Je pense qu'il faut reposer la question de la guerre dans des formes tout à fait nouvelles, en reposant aussi la question de la souveraineté. C'est-à-dire, quel est le souverain auquel on est prêt à reconnaître une autorité dans ces questions d'écologie. Et ça, c'est pas facile de savoir quel est le souverain. C'est pas les humains, c'est pas la nature, c'est quoi? C'est pas évidemment Dieu non plus. Donc, comment faire une politique écologique sur ces questions à partir du moment où on accepte une situation de guerre? Il faut d'abord, je crois, reconnaître que on ne sait pas, personne n'a les réponses à ces questions. On n'a pas d'organisation politique correspondant à une politique de la Terre. On n'a pas de Gaïa politique. On a à peine de géopolitique. Pour la géopolitique, on a l'ONU, disons. La Gaïa politique, à cause de ces deux choses dont je parlais, c'est-à-dire la forme très curieuse des territoires et un état de guerre sans principe supérieur commun
qui servirait de souverain, personne ne le sait, moi pas plus que les autres. Une solution d'attente, elle-même disputée d'ailleurs, c'est de sortir de la situation de partage entre sciences et politique, qui était donc ça c'est ce que j'ai beaucoup travaillé dans un livre qui s'appelle Politique de la nature, pour rendre à la question des experts et aux scientifiques une marge de manœuvre à l'intérieur des questions écologiques. Donc par exemple, sur toutes les questions de climat, attendre la fin du débat alors qu'on est en train de changer de monde, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut accepter qu'il y a des ennemis, il y a des gens qui pour des raisons qu'on comprend parfaitement, ne peuvent pas accepter d'être dans un monde où l'on soit les modificateurs du climat. Bon ben, on ne va pas essayer d'attendre de les convaincre ou qu'ils soient d'accord. On est dans une situation d'opposition. L'opposition est d'ailleurs du point de vue du nombre de scientifiques inexistante, parce qu'il n'y a pas de scientifiques pratiquement qui sont climato-sceptiques. Il y a des tas de scientifiques climato-sceptiques, mais pas de spécialistes du climat climato-sceptiques. Et donc, en un certain sens, il faut accepter de commencer à se compter. Même si ça paraît étrange, se compter, ça veut dire imaginer des assemblées représentatives de ces sujets, dans lesquelles la question de la décision et la question de l'accord n'est plus celle entre des scientifiques hors de l'assemblée politique qui décident et qui se mettent d'accord, parce que s'ils ne se mettent pas d'accord, il ne se passera rien, et une assemblée politique qui attend que les scientifiques soient d'accord pour prendre des décisions. Tant qu'on est dans ce schéma, on ne peut même pas commencer à dessiner la politique de l'environnement. Donc il faut accepter sur beaucoup de sujets de construire des assemblées hybrides, et le GIEC, de façon intéressante, est déjà une assemblée un peu hybride, puisqu'il est il représente à la fois des États, des avis d'État, d'experts d'État, et en même temps le résumé d'une communauté scientifique, mais il faut en imaginer beaucoup d'autres. Et je crois que personne n'a la réponse à ces questions, et en même temps pullule dans les différentes administrations, dans les différents conflits nationaux et internationaux, des espèces de trucs hybrides de ce genre, qu'il s'agisse de la baleine, des coraux, du climat, des parcs nationaux, de la biodiversité. À chaque fois, il y a des espèces de trucs un peu comme ça, hybrides, qui s'inventent et qui sont des représentants plus ou moins représentatifs et plus ou moins disputés de tous ces objets qu'il faut composer. Avec évidemment toujours la gêne de continuer à traiter ces questions comme s'il y avait l'expertise d'un côté et la politique de l'autre. Personne n'avoue, et ça je pense que c'est une grave erreur, personne n'avoue clairement, oui, on fait de la politique, et c'est très bien, et la politique n'enlève rien à l'objectivité de ce qu'on cherche à faire, mais l'expertise et l'objectivité ne clôt pas la discussion. Et donc on est dans ces faits discutables et pas des faits indiscutables, et s'invente une nouvelle politique qui est à la fois passionnante et très troublante, et pour ceux qui pensaient à la politique à l'ancienne comme étant celle des humains, attendant que les experts leur disent quoi qu'il faut penser, et évidemment pour les scientifiques qui ont l'impression d'être dans un monde un peu nouveau où leur autorité n'est pas reconnue. Mais bon, ça c'est provisoire. Non, si on pose la question de savoir quel est notre équipement mental, les concepts qu'on peut mobiliser pour traiter ces questions, c'est évident que ce qu'on appelle le naturalisme ne nous y prépare pas. Et c'est là où il y a un aspect un peu troublant. Disons, je pense que les Indiens, les Amazoniens, étudiés par mon ami Philippe Descola, sont probablement plus à même de s'ajuster à la nouvelle situation de Gaïa politique que nous, parce que évidemment la gamme de concepts qu'on mobilise quand on a juste des objets qui sont c'est aussi bien cette herbe, ce fauteuil, la ville, les voitures qui sont ici, et puis ensuite il y a des sujets, c'est-à-dire vous et moi, et qu'on a donc deux gabarits ontologiques, un être, des sujets, des objets, pour absorber toutes les relations autour de Gaïa et tous ces agissants qui semblent réagir avec une rapidité beaucoup plus grande que ce qu'on pensait, on n'est pas bien équipé. Et c'est pour ça que l'anthropologie,
qui était un peu, disons, marginale, anthropologie physique aussi bien qu'anthropologie culturelle, devient centrale pour produire des ressources, pour comprendre ces nouvelles situations. Mais là, on rentre dans une question qui est aussi bien d'anthropologie que de métaphysique, disons, c'est quelles sont les alternatives, les gabarits ontologiques qui permettent de saisir des choses aussi complexes qu'un climat sur lequel on agit, des coraux dont on est en train de modifier la composition à cause de l'acidification et de la température, etc. Si on les traite comme des objets, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la bonne situation. D'autant que lorsque les scientifiques dits naturalistes, naturels, les scientifiques de sciences naturelles, les étudient, ils nous envoient des messages, c'est une autre complication, qui sont à la fois des informations sur ces situations et des alertes. Encore un autre truc un peu bizarre qu'on a un peu de peine à absorber, parce que des alertes objectives pour changer nos comportements, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait de l'ancien partage entre sciences experts et action. Donc là, il y a un vaste chantier qui est poursuivi dans des tas de domaines d'anthropologie pour essayer de modifier les notions même de ce que c'est que des puissances d'agir. Le mot anglais qui est difficile à traduire est agency, c'est-à-dire des formes d'action que la notion d'objet ne capture pas, disons. Et ça, c'est ce que je fais en fait depuis 40 ans quasiment autour de la notion des non-humains, disons, et qui se rencontre de façon assez intéressant avec les nouveaux travaux des anthropologues et évidemment des chantiers de philosophie de la nature qu'on considérait un peu comme clos et qui redeviennent très actifs avec beaucoup de retours à des pensées grecques, à des pensées du XVIe siècle, beaucoup de philosophie de ce moment de la Renaissance, et aussi, ce qui est très important, beaucoup de théologie, beaucoup de mouvements de nouvelles façons, disons, d'aborder la relation avec les êtres qui nous entourent. Par exemple, la notion de création, c'est pas du tout la notion que nature. Donc là, il y a un immense chantier complètement chaotique avec absolument tout, depuis des rituels à Gaïa plus ou moins absurdes jusqu'à de très beaux rituels artistiques réinventés artificiellement, jusqu'à des considérations philosophiques les plus avancées. C'est ça qu'on appelle, que moi j'appelle anthropologie des modernes, mais disons un vaste sujet d'enquête que je poursuis par ailleurs. Mais ça, c'est un domaine immense et très passionnant de modifier les gabarits ontologiques. Donc le mot de code ici, c'est le pluralisme ontologique en anthropologie aussi bien qu'en philosophie. Et ça, évidemment, c'est des travaux, mais qui n'ont aucune action pratique. C'est pas directement pratique. Ça ne permet pas de résoudre les problèmes de la biodiversité à Bagnères de Bigorre, même si on est à Bagnères de Bigorre. Mais c'est fondamental parce que tant qu'on pense qu'on est des humains avec des objets autour de nous, on n'arrive à rien. Ça, c'est absolument évident. Mais si on dit, bah oui, alors ça veut dire qu'il faut avoir une pensée asiatique sur le fait qu'on est à la fois yin et yang, ça ne va pas forcément très loin non plus. Donc il faut réinventer tout l'équipement que les naturalistes n'ont pas développé sur ces sujets. Ils ont développé des tas de trucs magnifiques, mais sur ces questions, ils sont restés d'un mutisme extrême. Ils pensent depuis 3 siècles qu'objet-sujet, ça permet de comprendre quoi que ce soit au monde. Ben, c'est évidemment pas vrai. Si on veut poser la question, l'énormité des chantiers dont on parle ici, c'est-à-dire aussi bien politique que philosophique, etc., et que la situation est urgente, puisque du point de vue de la Gaïa politique, on est dans une accélération nécessaire des décisions qu'on ne prend d'ailleurs pas, soit on s'affole et le cœur bat trop vite et on ne fait rien de plus, soit on simule. Il faut simuler les situations dans laquelle on est. Donc il y a un des grands modèles de simulation, un des grands modes de simulation, c'est les modèles scientifiques qui sont indispensables à la compréhension de cette situation. Mais une autre simulation vient du monde des arts au sens très large du terme, ce qui veut dire aussi bien le théâtre, la vidéo, l'ensemble des choses qui nous intéressent, qui permettent d'accélérer en petit et dans des formes moins lourdes des transformations de concepts et de modes de vie à venir, disons.
en donnant à l'art, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin en supposant que quand même les artistes ont un nez assez bon pour comprendre qu'il y a des situations où le changement de paradigme, pour utiliser un terme scientifique, qui va plus vite que la conscience commune. C'est d'ailleurs donné beaucoup trop aux artistes, qui sont souvent pas du tout dans ce genre-là. Mais enfin, supposons. Donc à ce moment-là, ça permet une association autour de la notion de simulation, de modèle, qu'on peut prendre en compte dans une exposition. C'est ce qu'on a fait dans Making Things Public il y a quelques années, qui est une grande exposition qui simulait le parlement des choses, disons, jusqu'à des œuvres comme celles qu'on a entendues ici, à Bagnères de Bigorre, qui sont des œuvres musicales qui essayent d'aborder la question des voix à la fois contemporaines et anciennes sur ces questions de passion de Gaïa, jusqu'à des œuvres comme des artistes plasticiens comme Saraceno, Olafur Eliasson, etc., en passant par une prolifération d'autres œuvres. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est un nouveau style, mais ça veut dire que ça permet de simuler ou de simuler et stimuler, avant qu'ils arrivent en vrai, disons, des gabarits ontologiques nouveaux. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est précisément parce que la situation est urgente qu'on ne peut pas la traiter en vrai, parce qu'elle est trop vaste et qu'on n'a pas l'esthétique correspondante, on n'a pas la sensibilité, l'équipement nerveux, j'allais dire, en tout cas en termes de style, qui permet de capter ces choses qu'on peut accélérer. Donc c'est ça, je trouve, qui est très important dans le lien entre les questions écologiques et les arts. C'est pas du tout l'art écologique, ça donne pas grand-chose, mais le fait qu'on accélère des sensibilités que l'on a un peu par les instruments scientifiques, qu'on peut considérer comme une esthétique au sens étymologique du terme esthétique, c'est-à-dire se rendre sensible à des phénomènes invisibles jusque-là par des instruments. Ça c'est la première esthétique. La deuxième esthétique c'est celle des arts. Multiplier les moyens de se rendre sensible à des modifications ou des qualités d'un paysage aussi bien que de la biodiversité comme on l'a fait ici à Bagnères de Bigorre. Et puis là, évidemment l'esthétique au sens classique mais profondément renouvelé, qui est celui de la représentation politique. Ces trois esthétiques qui sont toujours en fait dans l'histoire, qui ont toujours été en résonance les unes avec les autres, et dont il faut accélérer la connexion, disons. Et ça, c'est un moyen d'aborder ces questions qui me paraît pratique, mais pas pratique en étant au sens d'opérationnel. Pratique, c'est qu'elle prépare les esprits à des modifications de monde. Je crois que chaque génération croit que le monde se transforme très rapidement et beaucoup plus rapidement qu'aux générations précédentes. Mais vivre dans un monde qui risque de passer à 4 degrés, si on suit ce que nous disent les scientifiques, ça s'est quand même jamais produit depuis plusieurs millions d'années. Donc là, et avec une rapidité très, très grande. Donc je crois qu'il y a là une originalité qui mérite que les meilleurs esprits se mobilisent. Si c'est ça les humanités écologiques, je suis pour les humanités écologiques. Je pensais prendre ma retraite. Donc après avoir beaucoup travaillé, je travaille depuis que j'ai 20 ans, je m'arrêtais, je prenais ma retraite, je profitais de l'existence, comme mon père avant moi et mes grands-parents avant moi. Évidemment en m'intéressant à beaucoup de choses, mais disons dans un cadre où mon petit-fils Ulysse, qui a maintenant 4 ans, se retrouverait dans une situation qui est bien sûr pas fondamentalement différente de la mienne et que lui-même pourrait prendre sa retraite, disons. L'irruption de Gaïa me prive de ce futur. Il n'y a pas de futur, au sens que le futur qu'on imaginait, ce futur qui se reproduisait dans un cadre à peu près identique à l'extérieur, même si la vie sociale changeait beaucoup, il m'a été enlevé en quelque sorte. Sachant que ma génération est simultanément la génération qui a connu la grande accélération de l'Anthropocène, qui en est responsable, puisque c'est l'extraordinaire débordement des richesses que nous avons mobilisées pour nous. Donc c'est aussi un problème de génération. Donc je ne suis pas du tout prêt à prendre ma retraite, ou plutôt je vais prendre une retraite pas du tout aussi tranquille que je l'imaginais.
parce que j'ai cette responsabilité historique qui me tombe sur les épaules, et je ressens mon petit-fils comme étant un petit-fils sans futur. Ceci dit, il a un avenir, évidemment, mais c'est l'avenir et pas le futur. Donc j'imaginais avant qu'il y avait un futur qui était en gros la reproduction du passé. Et maintenant, je me retrouve dans une situation où nous avons, lui et moi, un avenir qui vient à nous et qui n'a plus du tout les mêmes caractéristiques que le futur d'avant, disons. Et donc ça veut dire qu'on vit, que moi je traduis, je ne sais pas si j'ai raison, mais dans des temps apocalyptiques. Non pas au sens de catastrophique, mais au sens de vivre la fin des temps, ou la fin du temps qui passait, disons plus exactement. L'apocalypse, c'est pas forcément une catastrophe, mais c'est le sentiment que la façon dont le temps passait est lui-même passé, disons. Ce qui est à la fois une source énorme d'angoisse, tout simplement, mais aussi le réservoir d'autres façons d'être ensemble et la façon d'être au monde. Donc si la question c'est comment on se tient dans le monde, se tenir dans une situation apocalyptique, c'est être prêt à voir ce qui vient et non plus la continuation de ce qui était derrière soi, disons. Et ça c'est troublant, mais en même temps, je dois dire que depuis que je vis dans des temps apocalyptiques, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est plus une situation où on accepte la situation, on accepte ce qui vient, on s'y prépare. Enfin, nous sommes en guerre. Ah, voilà. Maintenant, nous nous tenons dans ce conflit, disons. Un peu, si tu veux, c'est le contraire de la situation de... Je suppose que ça doit un peu ressembler à ce que c'est. Ah oui, d'accord, maintenant la guerre est commencée, ok. Maintenant on fait tout bien. Une situation de tension qui remplace cette situation d'apaisement, de drôle de guerre dans laquelle on était avant. On n'est plus dans la drôle de guerre.